Et alors, avant qu'on commence, pour situer, pour avoir une idée d'où se trouve le Birobidzhan, mais la ville la plus grande qui est à côté, c'est Khabarovsk, c'est là, j'ai mis un point, et Birobidzhan est tout, voilà, sous Khabarovsk, parce que là, il y a le fleuve Amour, hein, qui fait la frontière entre la Chine et la Russie, ou l'Union soviétique, voilà, quand c'était créé. Donc c'est l'Extrême-Orient. Oui, c'est vraiment l'Extrême-Orient. Effectivement, on a intitulé mon petit récit des Birobidzhan à Paris, mais je voulais tout de suite dire que même si l'histoire familiale, je veux dire familiale dans le sens la cellule la plus étroite, les parents et les enfants, a commencé à Birobidzhan, parce que c'est vrai que mes parents se sont rencontrés à Birobidzhan. Moi, je pense que notre histoire familiale n'a rien de particulier. Je pense que parmi vous, il y a vos proches ou vos amis qui pourraient raconter des histoires tout aussi intéressantes avec une autre ville, vraiment, par exemple, quelque part en Asie centrale, pour des gens qui ont passé la guerre, hein, parce qu'il se trouve que beaucoup de Juifs qui ont pu fuir les troupes allemandes se sont retrouvés pendant la guerre en Asie centrale. Ben voilà, je pense qu'ils auraient pu nous raconter une histoire tout aussi passionnante. Donc, Birobidzhan, il est un tout petit peu, pour moi, anecdotique, parce que c'est vrai, je suis née, je ne refuse pas ce lieu de naissance, mais je suis partie, j'étais relativement petite, j'avais 10 ans, et quand même, j'ai des souvenirs qui sont d'ailleurs assez contrastés. Alors, par contre, je vais peut-être rappeler ici rapidement pourquoi les pouvoirs soviétiques ont eu une idée complètement, comme ça au premier abord, farfelue, d'installer une région autonome juive en Extrême-Orient soviétique. Alors, pour le comprendre, il faut quand même rappeler deux choses, qu'avant 1917, c'est-à-dire l'année où la Russie va connaître deux révolutions, février et octobre, les Juifs n'avaient pratiquement pas de droits civiques. Hein, il existait donc ce qu'on appelle la zone des résidences, qui était surtout en Ukraine, sur les régions d'ailleurs qui autrefois appartenaient à la Pologne, qui étaient dépecées par les partages du XVIIIe siècle, mais en plus de leur situation relativement difficile, ils n'ont pas de droits civiques. La première révolution, celle de février, donne les droits civiques aux Juifs. La seconde, celle d'octobre, d'ailleurs qui, comme vous savez, a lieu en novembre, ne pouvait pas en quelque sorte aller plus loin, parce qu'ils avaient les mêmes droits que les autres, mais par contre, ils n'ont pas de territoire qui leur soit propre. Il faut savoir que dans le premier gouvernement de bolcheviks, déjà, on crée un poste du commissaire aux nationalités, ce qui est relativement logique, la Russie étant un État multinational. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qui devient le commissaire en question. C'est Joseph Staline. Et ce n'est pas à l'époque un poste très important. Pas du tout. Alors, pourquoi Staline? Parce qu'en 1913, il a écrit un article qui s'appelait « Marxisme et la question nationale ». Après, d'ailleurs, Lénine a clamé que c'était vraiment un article remarquable, et voilà Staline qui redevient un grand spécialiste des questions des nationalités. Et il faut aussi dire qu'à l'époque, Staline, c'était vraiment le mot commissaire, c'est comme un mot secrétaire, dans le sens, vous savez, secrétaire d'un chef.
ça n'avait rien de particulièrement important, le poste. Et ses camarades voyaient d'ailleurs en Staline, surtout quelqu'un comme Trotsky ou Kamenev ou Zinoviev, vraiment ou Lunacharsky, les commissaires aux affaires culturelles, voyaient en lui vraiment un personnage sans panache, très bon pour classer les fiches. Ils n'ont pas du tout compris l'importance des fiches. Et vraiment, il apparaissait comme un personnage de second rang à l'époque. Donc, commence le règne, enfin, je ne vais pas dire le règne, le bolchevique arrive au pouvoir. Bon, il y a la guerre civile qu'il gagne contre ce qu'on appelle les Blancs. Il y a un autre épisode important, c'est la guerre entre les bolcheviques et les Polonais, la guerre russo-polonaise que nous avons d'ailleurs dans les récits de Babel, la cavalerie rouge, c'est exactement cette campagne. Mais les Juifs commencent vraiment à s'adapter à l'État, à l'Union soviétique, enfin, avec différents changements des noms. Mais ils voudraient quand même avoir un territoire pour eux. Ils sont quand même relativement nombreux par rapport aux nationalités, ce qu'on appelle en russe le petit peuple, qui sont par exemple dans le nord, dans les grands nords. Et souvent, ils ont leur territoire. Et les Juifs qui sont relativement nombreux, 3 millions, ils n'ont rien. Donc il y a l'idée quand même de former, de leur donner un territoire à eux. Dans les années 20, on commence vraiment à créer des territoires juifs. Et il y en a surtout un qui avait l'air de bien marcher, c'était celui des Crimées. En Crimée, mais ce n'était pas une région totalement juive, c'était des villages soit complètement juifs, soit mixtes. Et ça marchait vraiment bien, c'était financé par les différentes organisations juives de l'étranger. Donc, en général, ces villages, ces colonies, on les appelle souvent les colonies d'ailleurs, avaient des moyens que les autres gens, les Russes ou les Tatars, parce que la Crimée, quand même, il y a un peuple très important et relativement nombreux à l'époque, c'est les Tatars. Et en 27, par exemple, en Crimée, il y avait 37 000 juifs. Je peux vous dire que Birobidzjan n'a jamais atteint ce nombre. Mais le problème, c'est que les Tatars commencent à protester, donc il faut chercher notre territoire. Voilà. Et on envoie une délégation des spécialistes avec un agronome, enfin, un peu à droite et à gauche. Il y en a une délégation qui est allée jusqu'à l'Extrême-Orient avec un agronome qui s'appelait Brook, et il a trouvé que ce territoire en Extrême-Orient, en Mandchourie russe, pourrait vraiment convenir à cette implantation, et ainsi, à partir de 1928, on peut parler de la colonisation juive en Extrême-Orient, même si la région autonome sera formée, enfin proclamée quelques années plus tard. Alors pourquoi d'ailleurs, pour finir, on a choisi, moi je pense que c'était vraiment une décision purement politique pour insister sur la présence soviétique sur la frontière avec la Mandchourie. À l'époque, quand même, vous avez les Japon qui commencent à pousser, c'est militarisé, il y a les Chinois, et alors les Soviétiques, ils regroupent d'ailleurs de forces armées relativement importantes en Extrême-Orient, et voilà, on va mettre les Juifs, donc la région autonome juive sera là. À l'époque, il n'y a pas de Birobidzjan, parce que là, c'est sur les tracés du transsibérien, on considère que les centres
administratif. Ça sera une petite station qui s'appelait Tsikhankaya, ça veut dire calme, tranquille. Et la ville des Birobidjan, elle sera créée plus tard. Le nom est à partir de deux affluents du fleuve Amour, Bira et Bidjan, hein, qui sont dans la région. Et plus précisément, Birobidjan se trouve au bord de la rivière Bira. Hein, Bidjan, c'est un tout petit peu plus loin. Alors, quand les premiers colons arrivent, donc c'est déjà 28, rien n'est préparé. Mais vraiment, il faut dire que c'est une région extrêmement dure, avec les étés torrides, mais avec les hivers où vous pouvez avoir les températures jusqu'à moins 40, humide, et les fléaux locaux, c'est une sorte de petit moucheron, mais c'était vraiment quelque chose de très vorace. Je me souviens une fois, mon père se fait piquer comme ça, et je pense qu'il devait être hospitalisé pendant 1 ou 2 jours parce qu'il ne voyait rien, c'était vraiment extrêmement désagréable. Alors, il n'y a aucun plan pour bâtir une nouvelle ville. Par contre, vraiment pour la petite histoire, je peux vous dire qu'il existe un plan. Il est quelque part dans les archives à Moscou, qui était fait par un directeur de la fameuse école allemande d'architecture et d'art appliqué, Bauhaus. Car cette école était créée en 19, fermée par les nazis en 1932, et alors le directeur de l'école, qui était communiste, mais pur et dur, il a décidé de partir en Union soviétique. Et en Union soviétique, il a entendu qu'il y a une nouvelle ville qui va être créée en Extrême-Orient. Il a fait un plan très intéressant. Rien n'était pratiquement construit d'après le plan de Émile Meyer. Par contre, ce qui est drôle dans cette histoire, c'est qu'à la même époque, il y a beaucoup d'architectes qui quittent l'Allemagne pour la Palestine. Et ils vont construire à Tel Aviv 4000 bâtiments dans le style Bauhaus. Pour cette raison, d'ailleurs, Tel Aviv est classé par l'UNESCO au patrimoine mondial. Vous voyez, les soviétiques, ils n'ont pas compris qu'ils sont passés à côté de quelque chose d'intéressant. Et il reste, après, je crois qu'il y avait 1 ou 2 bâtiments dans ce style, dans le centre de Tel Aviv. Ben, je ferme ma parenthèse. Donc, la station Tsikhankaya devient Birobidjan en 1934. En 1935, on va construire une nouvelle gare et qui va avoir les caractéristiques que nous connaissons encore aujourd'hui. C'est-à-dire le nom de la ville inscrit en bilingue, en russe, en caractère cyrillique et en caractère en hébreu. Enfin, lettre hébraïque. Dans cette période, c'est-à-dire on peut considérer que la première période de peuplement de Birobidjan, c'est entre 28, 34, c'est la vraiment formation officielle et l'apparition du nom de Birobidjan, la ville, jusqu'à 41. 41, pour moi, le 22 1941, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, parce que n'oubliez pas que les Russes, pour les Soviétiques, ils considèrent toujours que la Seconde Guerre mondiale a commencé le 22 juin 1941 par le plan Barbarossa. Très joyeusement, très tranquillement, il raye l'accord Ribbentrop-Molotov de fin août, 24 août de 39. Hein. Et voilà, la guerre pour eux a toujours commencé en 41. Et évidemment, elle est terminée non pas le 8 mai, mais le 9 mai, comme tout le monde le sait. Pendant cette première période, il y avait le peuplement très différent.
il y avait surtout les juifs, précisément d'Ukraine, de Biélorussie, de Russie, mais il y avait aussi plus d'1 millier de juifs qui venaient de France, des États-Unis, et un certain nombre de l'Amérique latine, et même de Palestine. J'ai trouvé sur la liste des écrivains connus, tout à l'heure peut-être je vais la reprendre cette liste, 2 personnes. Il y avait un écrivain arrivé d'Argentine qui s'appelait Moïse Goldstein et un autre arrivé de Brésil, Salvador Borges. Parmi les écrivains donc des Birobidjan, parce que même s'ils n'étaient pas très nombreux, même si à l'origine Birobidjan devait être un territoire agricole, et il y avait des kolkhozes, ou plutôt on les appelait colonies. Celle qui s'est trouvée la première formée, c'est la fameuse Waldheim, que je connaissais un peu, parce que mon père y avait des amis, donc celle-là, on y allait assez souvent. C'était une région où les juifs devaient créer un État juif, athée, avec la langue yiddish comme la langue usuelle. Pendant quelques années, entre 1934, quand on crée, jusqu'à 1937, le yiddish devient la langue officielle. On crée plusieurs écoles juives. Dans les écoles russes, le yiddish est la seconde langue obligatoire. On crée un théâtre avec le répertoire complètement en yiddish, un bon répertoire parce que les acteurs et les metteurs en scène étaient formés par les grands acteurs juifs Salomon Michaelis, et donc ils sont venus là-bas. Il y a une bibliothèque qui porte évidemment le nom de Sholem Aleichem. Il y a un journal en yiddish, Birobidjaner Stern, qui est le pendant point par point de la version russe Birobidjanskaya Zvezda, mais qui a quand même 2000 exemplaires. Ça veut dire qu'il a quand même 2000 lecteurs. Par contre, je vous ai dit que la République devait être pratiquement sans lieu de religion. Mais nous savons que les Juifs ont quand même apporté les relots de la Torah. Il y en avait. Et on peut pas. C'est très très dur d'étudier la vie religieuse à Birobidjan. On ne sait pas. C'est vraiment quelque chose qui était un peu secret. Mais, à contrario, quand on lit par exemple la presse, que ce soit la version en yiddish ou la version russe, on remarque, au moment des grandes fêtes à l'automne, Rosh Hashanah et Yom Kippour, les articles qui critiquent les gens qui n'y viennent pas travailler. Donc on comprend qu'ils avaient autre chose à faire. Il y a un autre problème qui se pose, c'est le problème de la circoncision. Normalement, dans un pays athée, ça ne devrait pas se faire. Mais à Birobidjan, tout est possible. Donc, il n'y avait pas des cérémonies religieuses. À l'époque, il y avait les salles de prière qui étaient à droite, à gauche des gens. Mais on trouvait toujours un chirurgien dans les maternités qui, à la demande des parents, faisait tout ce qu'il fallait. Moi, je le sais parce que c'était fait comme ça au moment de la naissance de mon frère. Donc, tout était possible à condition de savoir à qui s'adresser. Voilà, donc je ferme la parenthèse qui concerne la vie religieuse qui, en principe, n'avait pas droit. Ah oui, une dernière chose qui est assez marrante, parce qu'il est toujours vivant. Il y a le rabbin principal. Actuellement, en Russie, il y a 2 rabbins principaux. C'est l'un d'eux, il s'appelle Adolphe Chaïevitch, qui officie dans la synagogue principale de Moscou. C'est un originaire de Birobidjan. Mais il était formé à Budapest. Voilà. C'est pour vous dire.
Mais cette période, la première période, elle ne dure pas longtemps, entre 34 et 37. Si vous connaissez l'histoire de l'Union soviétique, 37 c'est la grande purge, on arrête pratiquement tous les dirigeants, on ferme les écoles juives, et il y a beaucoup de procès, c'est vraiment... on oublie. Il y a la seule chose qui reste, et c'est resté toujours, la rue principale, la bibliothèque porte toujours le nom de Sholem Aleichem, et la rue principale, toujours la rue de Sholem Aleichem. D'ailleurs, nous habitions dans la rue de Sholem Aleichem. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, à Birobidzhan, il y avait 20 000 juifs. Et le seul point positif, moi je trouve, de leur installation à Birobidzhan, c'est qu'ils ont, de cette manière, au moins les femmes et les enfants, ont survécu à la Seconde Guerre mondiale sans problème. Parce que là, il n'y avait aucun danger. Bon, les Japonais ne sont pas venus, ils auraient pu peut-être, mais bon, ils ne sont pas venus. Je dois dire que, en ce qui concerne ma famille, ils n'étaient pas dans la première vague de peuplement. Ils sont venus, les premiers, c'est ma mère, qui est venue en 1946. Alors, ma mère vient d'une ville absolument adorable, Vinnytsia, qui se trouve donc en Ukraine. Et quand la guerre a commencé, elle a pu, avec les enfants, quitter la ville, parce qu'en plus, ma mère était une communiste, une bolchevique. Vraiment, mon père disait que la grand-mère était au parti avant Lénine. Voilà. Donc, comme mon grand-père était déjà un peu souffrant, il était beaucoup plus âgé en plus que sa femme, il a dit, moi je vais rester. Vous savez, c'était peut-être que vous connaissez, vous devez aussi en connaître des cas comme ça, des juifs relativement âgés qui pendant la Première Guerre mondiale, pour telle ou telle raison, étaient en contact avec les Allemands, il était peut-être prisonnier ou quelque chose, et en fin de compte, il n'avait pas gardé de mauvais souvenirs. Et pour cette raison, en général, ils ne voulaient pas quitter leur maison. Ils disaient, bon, toi, tu pars parce que, bon, tout le monde sait que tu es bolchevique, bon, on ne sait jamais, bon. Mais moi, un vieux juif, qu'est-ce que tu veux, je vais garder la maison. Et justement, par exemple, pour mon mari, qui est né dans une autre ville, Praskurov, son grand-père, il a dit exactement, pratiquement mot par mot, la même chose à sa famille. Et le jeune de la famille sont partis en Asie centrale, comme ma grand-mère avec les enfants, et le grand-père de mon mari, avec sa grand-mère, sont restés sur place. Et ils étaient parmi les premiers tués. Donc, mon grand-père était tué. Les membres de la famille qui sont partis en Asie centrale, ils ont tous survécu. Quand ils sont revenus en 1946, c'est là où il y a une action de publicité, littéralement, par les autorités de Birobidzhan. Parce qu'en 1946, les gouvernements soviétiques voulaient relancer l'idée des Birobidzhan, et il y a la deuxième vague de peuplement. Et ma mère, avec sa mère, enfin ma grand-mère, et encore deux filles, hein, ils étaient que des femmes, et sont parties en ce moment-là. Elles sont parties fin 1946, et elles sont arrivées des Vinnytsia début 1947 à Birobidzhan. D'après les récits de ma mère, entre la première vague et la deuxième vague, il n'y avait pas beaucoup de différence au niveau de qualité de vie. La plupart des maisons en bois, les appartements communautaires de règles, il n'y avait pas de transport en commun. Vraiment, dès qu'il pleuvait, on ne pouvait plus traverser de l'autre côté de la rue. Vraiment, hein, il n'y avait pas beaucoup de changements par rapport aux années 30. Alors, maintenant, je vais quand même un tout petit peu avancer. Ils sont arrivés, donc, début 1947. Mon père est arrivé à l'automne 1947. Alors, mon père, il est né à Lvouf. Moi, j'ai dit toujours Lvouf. Je peux encore dire Lemberg. J'ai dit très difficilement Lvov à la russe. Et je vous dis franchement, le mot Lviv ne me passe pas tellement pas bien avec moi. Bon, mon père disait Lvouf. Et je suis une fille très obéissante, j'ai dit toujours Lvouf. Alors là, vous avez une photo qui présente mon père
avant la guerre, c'est les années 30 à Lvov. C'était peut-être les années, mon père il est là, et la femme en blanc, c'est sa sœur, Mathilde. C'est à cause d'elle que, à un certain moment, j'ai dû devenir prof, parce que j'avais le choix entre une autre... J'ai réussi des concours, mais mon père a dit non. Quand j'ai réussi les CAPES, il m'a dit non, tu vas prolonger la tradition familiale, tu ne deviendras prof. Donc, c'est à cause d'elle que je suis devenue prof, un peu. Et mon père, il est là. Mais en tout cas, vous pouvez voir qu'à l'époque, les Juifs de Lvov, ils vivaient, enfin, ils ont une bonne apparence, hein, des gens confortables, bien habillés, etc. Voilà. Alors, comment il s'était retrouvé à Birobidzjan, et à vrai dire, il s'est retrouvé encore plus à l'est. Je vous explique rapidement. Il était dans les ghettos de Lvov. Hein. Si vous voyez le petit feuillet là, j'ai trouvé ça dans les papiers de mon père après sa mort, avec les dates, où il retrace un tout petit peu, c'est un mélange de polonais, d'anglais, etc. 41-42, les ghettos de Lvov. Je vous rappelle que les ghettos de Lvov étaient liquidés par les Allemands en été 42, après ce qu'on appelle la Grande Action, quand la majorité des gens, c'était surtout des femmes et des enfants, étaient dirigés vers le camp de Belzec. Les Juifs de Lvov, en général, c'était leur destination finale. Non pas Auschwitz en général, mais Belzec. Beaucoup d'hommes n'étaient pas dans les ghettos, comme mon père. Ils travaillaient à l'extérieur. Hein, c'était les sortes de travail obligatoire, donc il n'était pas dans les ghettos. À l'époque, il était marié, il s'était marié avant la guerre. Sa première femme, était technicienne en radiologie. Elle était tuée par un Allemand, comme ça, dans la rue, il tirait et il la tuait. Et en 1942, donc, les ghettos de Lvov est liquidé. Mon père décide alors de fuir les ghettos. Dans la ville, il a une personne qui pourrait l'aider. C'était une Ukrainienne, je l'ai vue après. Elle s'appelait Katia. C'était une femme qui a aidé sa mère les dernières années de sa vie. Je dirais presque par chance, ma grand-mère est morte avant la guerre. Elle est morte en 1938. Et Katia, qui s'occupait d'elle pendant plusieurs années, c'était une amie. Mon père, tout d'abord, ne voulait pas aller chez elle parce qu'il savait que c'était dangereux, que si elle était arrêtée, elle risquait la peine de mort. Mais là, il n'avait pas beaucoup de choix. Il est allé chez Katia. Katia a dit, pas de problème, on s'occupe de toi. Et elle a trouvé un Ukrainien qui a bien voulu lui vendre des papiers. Donc il avait des faux papiers. D'ailleurs, peut-être après, je vous ferai d'autres photos. Mon père, il était blond, il avait les yeux bleus. Il n'avait pas vraiment un type très marqué. Bon, donc il avait des faux papiers avec le nom de Tadeusz Krupka. Je le sais pourquoi, parce qu'il a gardé ce papier très longtemps, et quand moi je suis née en 1948, mon premier acte de naissance portait encore ce nom-là. Mais après ils me l'ont enlevé, je n'ai pas pu le prendre. Donc, il a travaillé sur des territoires où il y avait des Allemands, et au moment où les troupes soviétiques ont avancé, les Allemands se sont littéralement enfuis en laissant les ouvriers qui étaient obligés de travailler pour eux. Et comme ça, il s'est retrouvé à Kharkov. Aujourd'hui, on dit Kharkiv. Et donc, il est allé tout de suite, quand il s'était caché quand il y avait la bataille de la ville. Ensuite, il est allé voir les soviétiques, les soldats soviétiques, il a expliqué son cas. On leur a dit, pas de problème, vous êtes espion. Il était tout de suite arrêté, jugé et envoyé dans un camp de la Kolyma. Je peux poser une question? Oui. À ce moment-là, est-ce que les Russes pensaient qu'il était juif ou ukrainien? Non, ukrainien. Ah oui. Ils pensaient qu'il était ukrainien, mais il a fait une bêtise où ils se sont rendus compte qu'il parlait l'allemand. Parce qu'il parlait très très bien allemand. Il est né en 1907, c'était encore l'Autriche.
Et quand il a passé son bac, il a passé en bilingue, polonais et allemand. Donc, tu t'es retrouvé. Bon, je ne vais pas peut-être raconter d'ailleurs, il a très peu parlé du camp soviétique, très peu. Mais par contre, je peux peut-être vous conseiller les livres des auteurs, surtout, peut-être certains les connaissent, les récits de la Kolyma de Varlam Shalamov, et un auteur que j'aime beaucoup, le livre de Yevgenia Ginsburg. Il y a 2 volumes en français, ça s'appelle Le vertige et les ciels de la Kolyma, et sur le site des amis de ça, Isabelle a signalé l'apparition d'un livre de Luba Jurgenson, dédié donc. Elle viendra parler à la rentrée prochaine. À la rentrée, où elle étudie aussi l'œuvre de Shalamov. Alors, donc mon père, il a fait 52 camps, hein, c'est marqué là, il a marqué Sibir, c'est un mot polonais, en polonais il y a 2 mots pour dire la Sibérie, on dit Siberia et Sibir, c'est un vieux mot qu'on utilisait au 19e siècle quand on parlait des Polonais, des révoltés après les grandes révoltes de 1830 et 1864. Donc à l'époque on disait comme ça, c'est pour signaler les bagnes les plus horribles de Sibérie, on dit Sibir en polonais. Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça en anglais? Pourquoi est-ce qu'il a écrit ça en anglais? Parce que c'était un dossier qu'il devait faire déjà à Paris pour une organisation, je ne me souviens plus laquelle. Bon. Quand il sort du camp, ce n'est pas encore la liberté, il est déporté, il est assigné à résidence, sans préciser le délai. Donc il arrive à Birobidjan, c'est son lieu de déportation. Et là, on savait qu'il était juif. Et je pense qu'à l'époque, quand il y avait les gens qui sortaient des camps et qui étaient juifs, on les dirigeait à Birobidjan, parce que c'est la période où on voulait faire remonter un tout petit peu les pourcentages de la population juive à Birobidjan. Donc, il arrive à Birobidjan à l'automne 1947. Ma mère y est déjà depuis quelque temps. Elle travaillait dans l'usine textile la plus grande de la ville, qui existait encore jusqu'à début des années 2000. Cette usine, c'est une grande usine. Et bon, ils ont fait connaissance, ils ont décidé de se marier très rapidement, malgré la résistance de ma grand-mère au début, parce que l'idée d'avoir un zek, hein, c'est l'abréviation des Zaklutchonny, un condamné, bon, elle n'était pas enchantée, mais zek, en russe on dit, c'est l'abréviation du mot Zaklutchonny, ça veut dire prisonnier, prisonnier du goulag. Donc, bon, elle n'a pas apprécié tellement la chose, mais ça n'a duré que quelques semaines parce qu'ensuite, c'était vraiment les meilleurs amis du monde. Et mon père a travaillé dans la même usine que ma mère. Et je dois dire qu'il y a une petite période, comme ça, jusqu'à 48, plutôt 49, où de nouveau, on relance le côté juif de Birobidjan, de nouveau on apprend le yiddish, on ouvre la bibliothèque, le théâtre, on reprend les nouveaux acteurs, en fait, etc., etc. Et là, c'est même, je dirais, il y a quelque chose de symbolique. Mes parents se sont mariés le 17 janvier 1948. Si vous connaissez un peu l'histoire des Juifs d'Urs, vous savez peut-être que le 13 janvier 48, ils sont 17 janvier 48. Et le 13 janvier 1948, à Minsk, on a assassiné Mirols. Et sa mort, même si au début était présentée comme un accident, on lui a fait les obsèques nationales, hein, à Mirols. Mais c'est là où commence la vague antisémite qui va durer jusqu'à la mort de Staline.
Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une sorte de sidération pour moi quand je pense à mes premières années et à la vie de mes parents. Parce que d'un côté, ils étaient très heureux. Ils s'aimaient énormément. Ils étaient ravis, surtout mon père, qui a déjà dépassé la quarantaine. Il était ravi d'avoir tout d'abord une fille, ensuite un garçon. J'ai un frère, il y a même pas 2 ans de différence entre nous. On dirait que chez nous à la maison, tout était parfait. Même pour Biробidjan, mon père s'arrangeait pour faire un foyer comme ça, avec des choses que les gens ne connaissaient pas. Par exemple, moi et mon frère, nous dormions en pyjama. Je crois qu'on était les seuls enfants à Biробidjan à qui on a une couturière, mon père lui a expliqué, hein, et on dormait en pyjama. On buvait du cacao, chocolat, au petit déjeuner. Il était en vente, mais les gens ne savaient pas ce que c'était. Mon père est allé voir un menuisier, il a demandé qu'on fasse une petite table et 2 petites chaises, et on n'habitait pas dans un appartement communautaire, hein, on avait une grande pièce, une cuisine. Alors il y avait un coin pour nous, et on n'avait pas droit, on devait manger là, proprement. Et bon, mon père vérifiait, venait, comment vous mangez, bon, etc. Il avait certaines exigences. Bon. Quand ma cousine, que je montrerai tout à l'heure, venait, maintenant, elle habitait à Israël, et elle m'a dit, mais vous étiez riche. Bon, voilà. Mais en même temps, c'était quand même la période d'antisémitisme qui n'arrêtait pas de... Et j'ai appris, bien plus tard, des années plus tard, que mon père n'était pas arrêté, parce qu'entre 1949, à Biробidjan, il y avait beaucoup d'arrestations. Il y a une personne de son entourage, c'était un poète d'origine polonaise, Israël Emiot, qui était arrêté. Mon père pensait que vraiment, hein, ça va être son tour. Je pense qu'il était protégé il était comptable, tandis qu'à l'époque, on arrêtait les journalistes, les acteurs, vraiment les membres du parti qui occupaient des postes dirigeants. Mais il était, pendant toutes les années, jusqu'à la mort de Staline et même plus tard, il était convoqué régulièrement à NKVD pour les interrogatoires, très régulièrement. Et c'est pour ça que quelqu'un m'a dit, je crois que c'est Isabelle, que sur la photo que vous avez vue, c'est notre première photo à 4, où nous sommes tous les 4, hein, papa, maman, mon frère et moi, que ma mère a un visage tendu, nerveux. Je me demande si c'était un peu ça, parce qu'elle avait tout le temps peur. Donc il y avait une sorte de contraste entre la maison, on vivait bien, tranquille, on était vraiment choyés, et dès que mon père sortait de l'appartement, il y avait les dangers qui les guettaient. Donc, voilà. Alors, maintenant, j'arrive rapidement, comment nous sommes... Là, j'ai mis des papiers pour ceux qui parlent un peu le russe peuvent comprendre. Il y a mon acte de naissance, il y a mon dossier scolaire. Pourquoi j'ai mis ça? Parce que partout est marqué « juive ». Donc, par exemple, sur mon dossier scolaire, là où il y a des feuilles accrochées, c'est le point 6. Il y a marqué Nationalnost, Yevreik, juif. Ça, c'est mon acte de naissance. C'est marqué là. De ce côté-là, c'est les parents. C'est marqué aussi le père, Yevrei, juif. Mat, la mère, Yevreika. Vous voyez, c'était marqué sur tous les papiers. C'était la nationalité. C'est la nationalité, oui. Oui. Alors, comment ça s'est fait pourquoi nous sommes partis de Biробidjan? C'est évidemment grâce, parce que je dis grâce, à la mort de Staline. Tout simplement. Quand Staline meurt, je signale quand même que il aurait dû mourir quelques mois avant, comme ça, on n'aurait pas eu le procès du comité antifasciste juif
avec quand même 13 personnes qui étaient fusillées, surtout les auteurs, les écrivains. Et quand Staline est mort, encore avant, il y avait quand même, comme ça je rappelle rapidement, l'affaire de blouse blanche. Mais l'affaire de blouse blanche, elle s'est arrêtée que très rapidement, parce que le fameux article, il paraît début 53, dans la Pravda, où on accuse un groupe de médecins de vouloir assassiner les dirigeants soviétiques. Je vous signale quand même que dans les groupes, il y en avait un qui était cousin de Mikhaïlovs. Parce que Mikhaïlovs, c'est son pseudonyme. Son vrai nom, c'est Vovsi. Et parmi les 9 médecins arrêtés, il y en avait un, son cousin, qui était d'ailleurs le médecin général de l'armée. Ça c'est au mois de janvier, et le 5 mars 53, Staline meurt. Et ça, je m'en souviens. Vraiment, je me souviens parce qu'à l'époque, partout, il y avait, vous savez, les sortes de radios, vous savez, comme les sortes de grandes assiettes noires, qu'on ne pouvait pas, on pouvait enlever de la prise, mais sinon, on ne pouvait pas changer de chaîne ou quelque chose comme ça. Et là, donc, il y avait, le matin, je me souviens, c'était d'ailleurs le fameux speaker Levitan, c'est celui qui a annoncé en 1945 la victoire, c'est celui qui en 1962 va annoncer les vols de Gagarine, et c'est lui qui donc dit que, il a dit que le cœur de Iosif Vissarionovitch Staline arrêtait de battre. Les changements étaient radicaux. Déjà quelques semaines après, les médecins étaient libérés, 200 morts quand même, probablement sous torture, comme ça, c'est pour mémoire, et mon père a pu demander sa réhabilitation. Il était réhabilité en 1955. Après cette période, quand il était réhabilité, il a écrit à Katia, à cette Ukrainienne, qui l'a aidé en 1942 quand il a fui le ghetto. Et là, Katia lui a répondu très rapidement, parce qu'elle n'avait pas de ses nouvelles non plus, elle ne savait pas ce qu'il était devenu. Et elle lui a dit que à la libération de la ville de Lvov en 1944, elle a reçu la visite de son frère aîné, qui pendant la guerre était en Union soviétique et qui cherchait les membres de sa famille. Donc elle y a tout raconté. Et elle a proposé d'écrire à la Croix-Rouge polonaise, parce qu'elle disait que ça va être plus facile de Lvov écrire que de Birobidzjan. Donc elle écrit à la Croix-Rouge polonaise, expliquant la situation, elle reçoit très vite la réponse, il est toujours vivant, mais il vit à Paris. Alors, comme au même moment pratiquement, il y avait un accord entre le gouvernement soviétique et polonais qui concernait les Polonais, les anciens citoyens polonais. Ça pouvait être les Polonais ou des Juifs ou même les représentants d'autres nationalités, par exemple les Tchèques, etc., qui se sont retrouvés pendant la guerre en Union soviétique, obtenaient le droit de revenir en Pologne, même avec le membre de leur famille, s'ils avaient la nationalité soviétique. C'est ça. C'est l'autorisation de l'ambassade polonaise à Varsovie, où nous sommes tous répertoriés, où c'est marqué que mon père a gardé la nationalité polonaise, qui s'étend à son épouse et ses enfants. Il y avait 2 accords comme ça, l'un est en 1945, directement après la guerre, quand ces territoires étaient rattachés à l'Union soviétique, et la deuxième vague, c'était en 1956, parce qu'il restait de nombreux Polonais. Donc, voilà, c'est comme ça que nous sommes revenus en Pologne. Nous sommes partis de Birobidzjan fin 1956, décembre 1956, pour arriver en Pologne début 1957. Ça, c'est notre dernière photo à Birobidzjan. Donc, je peux vous l'avez. Ça, c'est ma grand-mère. C'est celle qui est née à Odessa.
Voilà, et ça c'est ma cousine, ma mère, mon petit frère, mon père, et c'est moi. Voilà. Alors, en Pologne, on a passé quand même une période assez longue. Pourquoi? C'est à cause de mon oncle, celui qui était à Paris. Parce que il n'était pas très très bien, il n'arrivait pas à avoir une bonne situation à Paris. Et comme la Pologne, après ce qu'on appelle Octobre polonais, c'était un pays où il y avait une relative, toute relative, libéralisation, on lui proposait à plusieurs reprises des postes intéressants à l'université de Varsovie. Et pendant plusieurs années, il hésitait, parce qu'à Paris, il travaillait au lycée polonais, mais qui dépendait de l'ambassade polonaise. Et tous les ans, on leur disait que le lycée va fermer. Pour finir, il a soutenu une thèse en 62, je crois, en Pologne. Et quand il a eu cette thèse, il a pu obtenir un très bon poste. Il est devenu le responsable du service hébraïque à la Bibliothèque nationale à Paris. Il a entièrement plongé dans les affaires yiddish. Et là, je vous présente quelque chose que tout à l'heure on m'a dit, ah bon, ça existait. C'est les premiers dictionnaires yiddish français. Et il est l'un des auteurs. Noé Grus, c'est mon oncle, c'est le frère de papa. C'est à cause de lui, en quelque sorte, que... Grâce à lui. Donc, alors, là, il y a... vous voyez, il y a... Enfin, ça, c'était l'orthographe, la vraie orthographe. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, parce que quand vous voyez cette lettre U, graphiquement, pour ceux qui connaissent l'alphabet russe, cyrillique, ça correspond à la lettre I. Et en Union soviétique, quand on a transcrit le nom de mon père, on a écrit, comme ceux qui pouvaient voir sur l'acte de naissance ou sur mon dossier scolaire, Gris, c'est-à-dire avec un I et deux S. Quand nous sommes venus en Pologne, les scribes qui faisaient nos dossiers à la frontière, il a oublié un S. C'est qui m'a fait mon nom de jeune fille est gris. Quand en France, j'ai demandé ma naturalisation, là-bas il y a une case, je ne sais pas si elle existe, mais il y avait à l'époque. Voulez-vous franciser votre nom? Alors j'ai rempli le dossier, je donne, et là les types à la préfecture, je pose, vous n'avez rien à franciser. Et pourquoi vous avez ces noms? Parce que, sans le savoir, les gens à la prison soviétique, en fin de compte, ont donné pratiquement un nom français à mon père. Voilà. Voilà. Donc c'est ça. Donc, sérieusement, nous avons pu quitter les quelques années où nous sommes passés en Pologne. Je ne dirais pas que c'était de mauvaises années. Vraiment. Parce qu'à l'époque, la communauté juive en Pologne, nous sommes partis en 65, vivait assez bien. Il y avait le joint qui subventionnait beaucoup d'activités. Par exemple, là, il y a une photo de mon père devant le monument des révoltés du ghetto. Tous les ans, on déposait les fleurs, les gerbes devant les monuments. Moi, je parle que de la période 56-65. Je ne parle pas de la période d'avant, ni de la période après. Et là, vous avez une parenthèse qui était vraiment propice. C'est la période où la synagogue est ouverte normalement. J'ai à la maison plusieurs photos où nous sommes à la synagogue. Il y avait une organisation qui s'appelle l'Association culturelle juive de Pologne. Elle a un bon budget. On s'occupe des enfants, il y a des colonies de vacances, il y a des concerts. Le théâtre juif d'Ida Kaminska est considéré parmi les meilleurs théâtres de Varsovie. À l'époque, il y avait les écouteurs, on traduisait
Hein, et il y a les Polonais qui viennent voir Ida Kamińska. Écoutez, à l'époque, un film dans lequel elle a joué a obtenu l'Oscar du meilleur film étranger. Vous voyez, donc c'est vraiment une parenthèse. J'allais très souvent à Gdańsk, parce que papa trouvait une cousine là-bas. C'était aussi une ville très agréable, etc. Bon, bref. En 1965, nous avons quitté la Pologne. Et pour la raison que mon père, parce qu'il travaillait dans cette organisation, il savait ce qui va arriver. Il avait du nez, parce qu'il savait qu'ils étaient infiltrés. En Pologne actuellement, il y a ce qu'on appelle, comment il l'appelait, Instytut Pamięci Narodowej, l'Institut de la mémoire nationale. Je suis allée chercher le dossier de mon père. J'ai demandé le dossier de mon père, là-bas. Et j'ai vu qu'ils étaient surveillés. Hein? L'organisation où il travaillait était surveillée. Et lui, il savait qu'il était surveillé. Hein? Donc, il a pris les devants. Et en plus, comme son frère ne voulait plus venir en Pologne, depuis qu'il a eu son poste à la bibliothèque à Paris, il n'y avait aucune raison pour nous de rester. Sauf moi, je ne voulais pas partir parce que j'étais juste avant le bac. Je me souviens, je faisais des histoires que j'ai raté ma vie parce que je ne pourrais pas passer le bac avec les autres, etc., etc. Bon, bref, nous sommes venus en 65 et la grande vague antisémite, c'est 67, 68. Voilà. Donc, nous, on est vraiment, c'est la petite parenthèse. Voilà. Donc, là, je vous montre quand même. C'est là un peu le pendant de l'autre, parce qu'au début de 65, ma grand-mère, qui à l'époque n'habitait plus à Birobidzjan, elle est partie en Moldavie avec la sœur cadette de maman, qui a épousé un juif moldave. Donc ils habitaient en Moldavie, et elle est venue nous dire au revoir. C'est la dernière fois où j'ai vu ma grand-mère. Donc ça, c'est notre dernière photo avec elle à Varsovie. Et là, quand même, bon, un petit clin d'œil, c'est papa et maman, quelques jours après l'arrivée à Paris. Ils ont l'air heureux. Ils ont l'air très heureux. Ils ont l'air... oui, ils étaient très heureux. Voilà. J'étais nulle, hein. Ah, bon, admirable.